Le silence pesait déjà lourd dans la salle d'audience bien avant que le juge ne prononce le moindre mot, comme si chaque mur avait absorbé les tensions accumulées depuis le début de cette affaire, une affaire qui ne se résumait plus à une simple procédure judiciaire mais qui était devenue le théâtre d'une douleur intime, celle d'une mère incapable de faire le deuil et prête à tout pour que justice soit rendue à sa manière. Ève, assise sur le banc des témoins, semblait figée dans une posture qui oscillait entre la dignité et l'effondrement, ses doigts crispés sur le bois poli comme si elle cherchait à s'y accrocher pour ne pas sombrer, tandis que dans son regard brûlait une colère sourde, une colère qu'elle contenait depuis trop longtemps et qui menaçait désormais de déborder à chaque instant. Depuis le début du procès, elle n'entendait plus vraiment les échanges techniques entre les avocats, ni les formulations froides de la loi, car tout ce qui comptait pour elle se résumait à un seul nom, une seule présence insupportable dans cette pièce, Nathalie Jiménez, dont le visage lui apparaissait comme une provocation constante, comme une insulte vivante à la mémoire d'Elliot. À cet instant précis, chaque respiration devenait un effort, chaque seconde une torture silencieuse, car Ève n'était plus seulement une témoin appelée à déposer, elle était une mère confrontée à l'image de celle qu'elle considérait comme responsable de la chute de son fils, et rien, absolument rien, ne pouvait apaiser cette blessure ouverte. Dans le même temps, Manu Léoni observait Ève avec une inquiétude croissante, conscient que la situation pouvait dégénérer à tout moment, car il connaissait trop bien cette femme pour ignorer les signes avant-coureurs de son basculement, ces silences trop longs, cette respiration hachée, ce regard fixe qui ne quittait jamais Jiménez. Il tenta une dernière fois de capter son attention, de lui rappeler, par un simple regard, qu'elle devait tenir bon, qu'elle devait se concentrer sur l'essentiel, sur le procès, sur la vérité, mais il comprit immédiatement que ses efforts seraient vains, car Ève avait déjà franchi une frontière invisible, celle qui sépare la raison de l'obsession. Lorsque le juge lui donna enfin la parole, un silence absolu s'abattit sur la salle, comme si chacun pressentait que ce moment allait marquer un tournant, et Ève, en se levant lentement, sembla porter sur ses épaules le poids de toutes les désillusions qu'elle évoquerait quelques instants plus tard. Sa voix, lorsqu'elle commença à parler, n'était ni forte ni assurée, mais elle vibrait d'une émotion brute, presque douloureuse, une émotion qui rendait chaque mot plus lourd, plus vrai, plus difficile à supporter pour ceux qui l'écoutaient. Elle parla d'Elliot, non pas comme d'un délinquant ou d'un dossier judiciaire, mais comme d'un être humain fragile, profondément marqué par ses erreurs et ses espoirs brisés, un garçon qui avait tenté de se relever malgré ses démons, mais qui n'avait trouvé face à lui qu'un monde prêt à le juger sans jamais lui offrir une véritable seconde chance. Chaque phrase semblait arracher un morceau de son cœur, et pourtant, elle continuait, comme poussée par une nécessité irrépressible de rétablir une vérité que personne, selon elle, ne voulait entendre, une vérité qui allait bien au-delà des faits exposés dans ce procès. Mais à mesure qu'elle parlait, quelque chose changeait imperceptiblement dans son regard, comme si la douleur se transformait peu à peu en colère, comme si le besoin de défendre la mémoire de son fils cédait la place à une rage plus sombre, plus destructrice. Et puis, soudainement, tout bascula. Lorsque Nathalie Jiménez prit la parole à son tour, l'atmosphère déjà tendue devint presque irrespirable, car ses mots, loin d'apaiser la situation, vinrent attiser les flammes d'un conflit qui ne demandait qu'à exploser. Avec une froideur déconcertante, elle minimisa l'importance d'Elliot, le réduisant à un simple petit caïd sans valeur, quelqu'un dont la disparition n'aurait, selon elle, rien de tragique dans un monde où ce genre de destin était presque inévitable. Chaque syllabe prononcée résonna comme une gifle dans l'esprit d'Ève, comme une provocation calculée, comme une tentative de salir ce qui restait de l'image de son fils, et à cet instant précis, toute la retenue qu'elle avait tenté de conserver vola en éclats. Sans même s'en rendre compte, elle se leva brusquement, ses mots jaillissant avant même qu'elle ne puisse les contrôler, comme si sa voix était devenue le prolongement direct de sa rage, et l'insulte qu'elle lança à Jiménez fendit l'air avec une violence qui glaça immédiatement toute la salle. Ce n'était plus une déclaration, ni un témoignage, mais un cri de douleur et de haine mêlée, un cri qui disait tout ce que les mots du procès ne pouvaient exprimer, tout ce que la justice officielle ne pouvait réparer. Le juge tenta immédiatement de rétablir l'ordre, sa voix autoritaire tranchant avec la confusion ambiante, mais il était déjà trop tard, car la scène venait de franchir un point de non-retour, et Ève, emportée par son propre élan, semblait incapable de s'arrêter. Les regards se tournèrent vers elle, certains choqués, d'autres compatissants, mais tous conscients que ce moment resterait gravé comme l'instant où une mère, brisée par la perte, avait cessé de croire en la justice pour laisser place à une autre forme de vérité, plus brutale, plus personnelle. La décision du juge fut immédiate, Ève devait quitter la salle. L'annonce tomba comme un couperet, et dans un silence lourd,
Elle fut escortée hors de l'audience, ses pas résonnant dans les couloirs du tribunal comme l'écho d'un échec, celui d'une tentative désespérée de faire entendre sa voix dans un système qui lui semblait désormais étranger. À cet instant, quelque chose venait de se briser définitivement en elle. Ce n'était pas seulement la perte de contrôle, ni même l'humiliation d'être exclue du procès, mais une fracture plus profonde, plus insidieuse, celle qui naît lorsque la douleur ne trouve plus d'issue légitime et commence à chercher d'autres chemins, plus sombres. Dans le même temps, à quelques mètres de là, Catherine Lemierre savourait intérieurement une victoire d'un tout autre genre, une victoire silencieuse mais calculée, car elle savait que chaque dérapage d'Ève affaiblissait sa position et renforçait, indirectement, ses propres intérêts. Dans les couloirs du tribunal, Ève, encore secouée par ce qui venait de se produire, croisa le regard de Muriel, et cette rencontre, loin d'apaiser les tensions, raviva immédiatement un autre conflit, plus personnel, plus intime, lié à Thomas et à la décision de Boris. Car pour Ève, cette adoption n'était pas un simple choix de vie, mais une trahison, une manière de remplacer Elliot, de réécrire une histoire qui ne pouvait pas être effacée, et cette idée lui était tout simplement insupportable. Elle s'approcha de Muriel sans hésitation, portée par une colère qui ne cherchait plus à se dissimuler, et ses mots, bien que moins violents que ceux prononcés quelques minutes plus tôt, étaient chargés d'une intensité qui laissait peu de place au dialogue. Elle ne comprenait pas pourquoi on ne lui avait rien dit, pourquoi une décision aussi importante avait été prise dans son dos, comme si son avis ne comptait pas, comme si sa douleur n'était qu'un détail secondaire dans une histoire qui continuait sans elle. Mais au fond, ce qui la rongeait vraiment, ce n'était pas seulement le secret, mais l'idée que Thomas n'avait pas besoin d'un autre père, qu'il avait déjà une histoire, une identité, et que vouloir la modifier revenait à nier ce qui avait été, à effacer des liens qui, pour elle, restaient essentiels. Dans cet échange tendu, chaque mot semblait creuser un peu plus le fossé entre elles, un fossé qui ne cessait de s'élargir à mesure que les événements s'enchaînaient, comme si tout dans cette journée conspirait à pousser Ève vers une solitude de plus en plus profonde. Et pourtant, ce n'était que le début. Car derrière cette explosion publique, derrière cette confrontation dans les couloirs, une autre décision, bien plus grave, commençait déjà à prendre forme dans l'esprit d'Ève, une décision qui allait la conduire sur un chemin dont elle ne pourrait plus jamais revenir. Une idée s'imposait à elle avec une clarté effrayante, une idée qui n'avait plus rien à voir avec la justice, ni avec la vérité, mais uniquement avec la vengeance. Et cette idée, une fois installée, ne la quitterait plus. Dans les couloirs du tribunal, l'atmosphère restait imprégnée de la tension laissée par l'explosion d'Ève, comme si l'agitation de la salle d'audience s'était déplacée ici pour continuer à exister sous une forme plus diffuse, plus étouffée, mais tout aussi oppressante. Ève avançait lentement, sans réellement prêter attention à ce qui l'entourait, enfermée dans une spirale de pensée qui la coupait progressivement du monde extérieur. Le souvenir des paroles de Nathalie Jiménez continuait de la hanter avec une précision presque insoutenable, chaque mot revenant comme une entaille supplémentaire, approfondissant une douleur déjà impossible à contenir. Plus elle revivait la scène, plus l'injustice lui apparaissait comme une évidence écrasante, non pas une injustice juridique qu'un verdict pourrait corriger, mais une injustice morale, intime, qui ne pouvait être réparée par aucune procédure. Manu Léoni, en la rejoignant dans le couloir, tenta d'instaurer un semblant de stabilité dans cette dérive émotionnelle, cherchant à la ramener vers une logique plus rationnelle, celle du temps judiciaire, des étapes à respecter et des décisions à attendre. Il parlait avec retenue, pesant ses mots, conscient que la moindre maladresse pouvait aggraver la situation, mais malgré cette prudence, il comprenait que son discours ne parvenait plus à atteindre Ève. Elle l'écoutait sans réellement entendre, comme si ses paroles se perdaient avant même de trouver un sens, et ce décalage entre ce qu'il proposait et ce qu'elle ressentait ne faisait que renforcer son isolement. Le lien de confiance qui les unissait se trouvait fragilisé non par un conflit direct, mais par une divergence irréconciliable de perception. Manu croyait encore à une issue encadrée, tandis qu'Ève ne voyait plus qu'un chemin fermé. À cet instant, le regard d'Ève révélait une évolution silencieuse mais profonde, marquant le passage d'une douleur tournée vers le passé à une intention tournée vers l'avenir, une intention qui n'avait plus rien à voir avec la réparation, mais qui s'inscrivait dans une logique de réponse, presque de rééquilibrage personnel. Pendant ce temps, dans la salle d'audience, Catherine Lemierre observait les conséquences de cet incident avec une attention maîtrisée, sans manifester ouvertement sa satisfaction, mais en intégrant immédiatement les effets de cette scène dans sa propre stratégie. Elle échangeait avec Laurine avec une apparente neutralité, mais ses propos s'inscrivaient dans une réflexion plus large, centrée sur la préservation du patrimoine familial et sur la nécessité d'éviter toute dilution de l'héritage des Lemierre.
La question de l'adoption de Thomas par Boris Lemierre prenait ainsi une dimension qui dépassait largement le cadre affectif, s'inscrivant dans une logique de contrôle et de transmission où chaque décision devait être pesée en fonction de ses conséquences à long terme. Catherine ne raisonnait pas en termes d'attachement ou de bien-être, mais en termes de structure, de continuité et de protection d'un ordre qu'elle considérait comme légitime. Cette posture, froide en apparence, reposait sur une conviction profondément ancrée, celle que l'identité d'une famille ne pouvait être redéfinie par des choix individuels, et que toute tentative en ce sens devait être contenue, voire empêchée, avant qu'elle ne produise des effets irréversibles. Dans un autre registre, la situation des Perrault continuait d'alimenter des tensions parallèles, révélant une autre facette des déséquilibres à l'œuvre. Johanna, en confrontant Guillaume Sérignan, adoptait une approche directe, refusant toute forme de détour ou de justification incomplète. Son intervention ne relevait pas d'une simple opposition, mais d'une volonté de rétablir une cohérence entre les décisions prises et leurs conséquences humaines. Sérignan tenta de se décharger partiellement de la responsabilité en évoquant des erreurs internes, notamment en impliquant Inès, mais cette stratégie n'eut pas l'effet escompté, car Johanna ne se contentait pas d'identifier des fautes, elle exigeait des solutions concrètes, immédiates, et surtout vérifiables. La tension de cet échange traduisait une opposition entre deux logiques incompatibles. D'un côté, une gestion pragmatique visant à limiter les coûts et les délais, de l'autre, une exigence de justice qui refusait de considérer les contraintes administratives comme des excuses valables. Dans ce contexte, la proposition faite par Gary à Arnaud Perrault s'inscrivait dans une tentative d'apaisement partiel, offrant une stabilité professionnelle en échange d'un silence sur une situation devenue trop exposée. Cette offre, bien que présentée comme une opportunité, impliquait en réalité un compromis implicite, posant à Arnaud la question du prix à payer pour une sécurité retrouvée. Mais ces dynamiques, aussi complexes soient-elles, restaient secondaires dans l'esprit d'Ève, dont l'attention s'était progressivement détachée de tout ce qui ne concernait pas directement Nathalie Jiménez. En quittant le tribunal, elle n'emportait pas avec elle l'idée d'un procès à poursuivre, mais celle d'un déséquilibre à corriger, d'une absence de réponse à combler par d'autres moyens. Cette évolution ne se manifestait pas par une agitation visible, mais par une forme de calme inhabituel, presque inquiétant, qui traduisait une prise de décision déjà en cours. Le nom de Alice Lombard s'imposa alors dans son esprit non comme une option parmi d'autres, mais comme une évidence, une solution extérieure au cadre légal, capable d'apporter une réponse immédiate là où le système judiciaire imposait des délais et des incertitudes. Le moment où Ève saisit son téléphone ne fut pas marqué par une hésitation prolongée, mais par une transition progressive, presque logique, entre une pensée et son application concrète. Ce geste, en apparence simple, constituait en réalité une étape décisive, transformant une intention abstraite en action engagée. Lorsqu'elle entra en contact avec Alice, son discours ne laissait apparaître ni confusion ni débordement émotionnel, mais une volonté claire, structurée, orientée vers un objectif précis. Elle évoqua une opportunité en détention, un moment d'ouverture susceptible de permettre une intervention, et précisa qu'elle fournirait les moyens nécessaires pour que cette action puisse être menée à bien. Cette manière de formuler sa demande traduisait un basculement complet dans sa posture, la plaçant non plus dans une position de victime en attente, mais dans celle d'un acteur prêt à provoquer un événement irréversible. À travers cet échange, Ève ne cherchait plus à obtenir une reconnaissance ou une réparation, mais à instaurer un équilibre selon ses propres règles, en acceptant pleinement les conséquences que cela impliquait, même si celles-ci restaient encore, à cet instant, en grande partie théoriques. Ce passage à l'acte, bien que discret dans sa forme, marquait une rupture nette avec tout ce qui avait précédé, et ouvrait une nouvelle phase dans laquelle les limites habituelles n'avaient plus la même valeur, laissant place à une logique où la finalité prenait le pas sur les moyens. À mesure que l'agitation du tribunal retombait, une autre forme de tension, plus silencieuse mais plus profonde, continuait de se développer, comme une onde qui s'éloigne de son point d'impact pour se diffuser lentement dans toutes les directions, affectant chaque personnage selon ses propres failles et ses propres intérêts. Ève, désormais éloignée du cadre judiciaire, avançait dans la ville avec une impression étrange de détachement, comme si les événements récents avaient modifié sa perception du réel, transformant chaque détail du quotidien en élément secondaire face à la décision qu'elle venait de prendre. Ce n'était pas une fuite ni une errance, mais une progression intérieure vers un point qu'elle ne pouvait plus éviter, une sorte de trajectoire imposée par l'accumulation de douleurs et de frustrations. L'image d'Elliot continuait de s'imposer à elle, non pas comme un souvenir figé, mais comme une présence active qui influençait chacun de ses choix, comme si elle portait en elle une version inachevée de son fils,
une version qui exigeait réparation et qui refusait toute forme d'oubli. Cette sensation renforçait sa conviction que l'inaction serait une forme de trahison, et que seule une réponse radicale pourrait rétablir un équilibre devenu impossible à atteindre autrement. Dans le même temps, Manu Léoni ne parvenait pas à se libérer de l'inquiétude que lui inspirait Ève, car il percevait clairement le changement qui s'opérait en elle, un changement qui ne se traduisait pas par des gestes impulsifs, mais par une détermination froide, presque méthodique, bien plus difficile à contenir qu'une simple colère passagère. Il tenta de reconstituer les événements dans son esprit, cherchant à comprendre à quel moment précis la situation avait basculé, et surtout comment il pourrait encore intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette réflexion se heurtait à une réalité troublante, il ne disposait d'aucune preuve concrète, seulement d'une intuition, d'un pressentiment fondé sur sa connaissance d'Ève et sur les signes qu'elle laissait apparaître malgré elle. Cette absence de certitude l'empêchait d'agir directement, le plaçant dans une position inconfortable, entre son devoir de policier et son attachement personnel, une position qui risquait de devenir intenable si les événements prenaient une tournure plus grave. Pendant ce temps, au sein de la famille Lemierre, les tensions liées à l'adoption de Thomas continuaient de s'intensifier, révélant des fractures plus anciennes et plus profondes que ce simple désaccord apparent. Catherine Lemierre, fidèle à sa logique implacable, poursuivait sa stratégie avec une constance qui ne laissait place à aucune hésitation, considérant que chaque concession serait une faiblesse et que toute faiblesse pourrait être exploitée à son détriment. Dans ses échanges avec Laurine, elle insistait sur la nécessité de préserver une forme de cohérence familiale, une cohérence qui, selon elle, passait par le respect de certaines limites, notamment en matière d'héritage et d'appartenance. Elle ne formulait pas toujours ses idées de manière explicite, mais elle guidait l'ensemble de son raisonnement, structurant ses décisions et orientant ses interventions. Boris Lemierre, de son côté, se retrouvait au centre de cette tension, pris entre sa volonté personnelle de s'investir auprès de Thomas et la pression exercée par sa mère, une pression qui ne s'exprimait pas uniquement par des paroles, mais par tout un ensemble de signaux implicites, de regards, de silences, de rappels constants à l'ordre établi. Ce conflit, bien qu'encore contenu, laissait présager des affrontements plus directs, car il touchait à des valeurs fondamentales, à des visions du monde difficilement conciliables, et aucune des parties ne semblait prête à reculer. Parallèlement, la situation des Perrault continuait d'évoluer dans un climat d'incertitude, où chaque décision prise risquait de produire des effets inattendus. Johanna, après sa confrontation avec Guillaume Sérignan, poursuivait ses vérifications avec une rigueur accrue, refusant de se contenter des informations déjà obtenues et cherchant à identifier d'éventuelles irrégularités susceptibles de remettre en cause la situation actuelle. Cette démarche traduisait une volonté de ne rien laisser au hasard, mais aussi une forme de méfiance vis-à-vis des explications fournies, comme si elle pressentait que certains éléments restaient volontairement dissimulés. Elle avançait avec méthode, croisant les données, reconstituant les étapes, dans l'espoir de trouver un point d'appui qui lui permettrait de défendre plus efficacement les intérêts des Perrault. Dans ce contexte, Inès continuait d'exprimer son agacement face à une situation qu'elle percevait comme déséquilibrée, oscillant entre une volonté de bien faire et une fatigue croissante face aux critiques répétées. Cette position intermédiaire la rendait particulièrement vulnérable, car elle se retrouvait exposée aux attentes contradictoires de son environnement professionnel et des personnes directement concernées. De son côté, Gary observait l'évolution de la situation avec une certaine prudence, conscient que ses décisions pouvaient influencer non seulement l'avenir d'Arnaud Perrault, mais aussi l'équilibre général du dossier. La proposition de contrat qu'il avait faite ne constituait pas une simple opportunité, mais un élément de régulation, une tentative de contenir les tensions en offrant une forme de stabilité. Cependant, cette approche comportait ses limites, car elle reposait sur l'idée que les individus accepteraient de hiérarchiser leurs priorités, de faire des compromis, ce qui n'était pas toujours compatible avec les enjeux personnels et émotionnels en jeu. Pendant que ces différentes dynamiques se développaient, Ève, de son côté, poursuivait son propre cheminement, de plus en plus détachée des autres intrigues, comme si elle évoluait désormais dans un espace parallèle, régi par des règles qui n'appartenaient qu'à elle. L'appel à Alice Lombard continuait de produire ses effets, non pas de manière visible, mais à travers une modification progressive de son rapport au temps et à l'attente. Là où, auparavant, chaque jour pouvait être perçu comme une épreuve supplémentaire, il devenait désormais une étape vers la réalisation d'un objectif précis. Cette transformation se traduisait par une forme de calme inhabituel, presque dérangeant, qui contrastait avec l'intensité des événements récents. Ce calme n'était pas synonyme d'apaisement, mais d'alignement, comme si toutes les tensions accumulées trouvaient enfin une direction commune.
Elle commença à anticiper les différentes étapes nécessaires à la mise en œuvre de son projet, réfléchissant aux moments opportuns, aux conditions favorables, aux risques éventuels, et cette réflexion, loin de la faire reculer, renforçait au contraire sa détermination, car elle lui donnait l'impression de reprendre le contrôle d'une situation qui lui avait échappé. Dans cet état d'esprit, la frontière entre ce qui était acceptable et ce qui ne l'était plus se trouvait progressivement redéfinie, non pas sous l'effet d'un raisonnement moral, mais sous celui d'une logique interne où la fin justifiait les moyens. Ce glissement, subtil mais irréversible, marquait une nouvelle étape dans son évolution, une étape où les conséquences de ses actes, bien qu'encore abstraites, commençaient à prendre forme dans son esprit, sans pour autant susciter de remise en question. Ainsi, tandis que les autres personnages tentaient encore de résoudre leurs conflits dans le cadre de règles établies, Eve s'en éloignait progressivement, empruntant un chemin où les repères habituels perdaient leur sens, et où chaque décision contribuait à l'entraîner un peu plus loin dans une trajectoire dont l'issue restait incertaine, mais dont elle ne cherchait plus à s'écarter. À ce stade, les conséquences des décisions prises en silence commençaient à se dessiner, non pas sous la forme d'événements spectaculaires, mais à travers une accumulation de signaux discrets, presque imperceptibles, qui révélaient progressivement l'ampleur du basculement en cours. Eve, en apparence plus calme, semblait avoir trouvé une forme d'équilibre, mais cet équilibre reposait sur une tension constante, maintenue par une volonté qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Dans son quotidien, chaque geste prenait une dimension nouvelle, comme si tout était désormais orienté vers un objectif unique, une finalité qui donnait un sens à ses actions, même les plus banales. Ce changement n'échappait pas à ceux qui la connaissaient bien, en particulier à Manu Léoni, dont l'inquiétude ne cessait de croître face à cette transformation silencieuse. Il observait chez elle une forme de maîtrise inhabituelle, un contrôle qui contrastait avec les débordements récents, et cette évolution, loin de le rassurer, renforçait au contraire ses craintes, car elle suggérait l'existence d'une décision déjà prise, d'un plan en cours d'élaboration qu'il ne parvenait pas encore à identifier clairement. Dans le même temps, Eve poursuivait ses échanges avec Alice Lombard, non pas dans une précipitation désordonnée, mais selon une logique progressive, structurée, où chaque élément était envisagé avec précision. Elle évoquait les conditions de détention, les moments de vulnérabilité, les possibilités d'intervention, construisant peu à peu un scénario qui, dans son esprit, devait aboutir à une exécution sans faille. Ce travail de projection mentale ne suscitait plus chez elle de résistance intérieure, comme si la décision avait déjà été intégrée, digérée, acceptée dans toutes ses implications, et que seul restait à organiser sa mise en œuvre. Cette absence de conflit intérieur constituait en elle-même un signe inquiétant, révélant à quel point elle s'était éloignée de ses repères habituels. Pendant ce temps, la tension autour de l'adoption de Thomas continuait de produire des effets en chaîne, affectant non seulement les relations familiales, mais aussi les équilibres émotionnels de chacun. Catherine Lemierre, fidèle à sa logique de contrôle, intensifiait ses interventions, multipliant les arguments, les pressions indirectes, les rappels constants à l'ordre établi, dans le but de freiner la décision de Boris Lemierre. Elle ne se contentait pas d'exprimer un désaccord, elle cherchait à imposer une vision, à cadrer la situation de manière à rendre toute alternative difficilement envisageable. Face à elle, Boris se trouvait de plus en plus exposé, contraint de justifier ses choix, de défendre une position qui relevait pour lui d'un engagement personnel, mais qui était perçue par sa mère comme une menace pour l'équilibre familial. Ce décalage de perception créait une tension permanente, nourrie par des échanges où chaque mot pouvait être interprété comme une remise en cause. Dans ce climat, Muriel se retrouvait également impliquée, non seulement en tant que figure centrale de la vie de Thomas, mais aussi comme point de convergence des conflits, recevant de plein fouet les conséquences des décisions prises par les autres. Sa position, déjà fragile, devenait de plus en plus difficile à tenir, car elle devait composer avec des attentes contradictoires, sans disposer de marge de manœuvre réelle. Parallèlement, la situation des Perrault continuait d'évoluer dans une incertitude persistante, malgré les efforts de Johanna pour clarifier les choses. Ses démarches, méthodiques et rigoureuses, mettaient en lumière des incohérences, des zones d'ombre qui confirmaient ses doutes initiaux, mais qui ne suffisaient pas encore à inverser la dynamique en cours. Guillaume Sérignan, de son côté, cherchait à contenir la situation en limitant l'impact des révélations, adoptant une posture défensive qui traduisait davantage une volonté de préserver ses intérêts qu'un réel engagement à résoudre le problème. Cette attitude contribuait à renforcer la détermination de Johanna, qui voyait dans ses résistances la preuve qu'il restait encore des éléments à découvrir. Dans ce contexte tendu, Gary poursuivait sa tentative de stabilisation en maintenant sa proposition envers Arnaud Perrault,
espérant que cette solution permettrait d'apaiser les tensions, même temporairement. Mais cette approche montrait ses limites, car elle reposait sur une logique individuelle dans une situation où les enjeux étaient collectifs. Cependant, malgré l'importance de ces différents conflits, c'est ailleurs que se préparait le véritable point de rupture. Eve, désormais engagée dans une dynamique irréversible, continuait de structurer son projet avec une précision croissante, intégrant progressivement les informations nécessaires, ajustant ses attentes, anticipant les obstacles. Elle ne se contentait plus d'une idée générale, elle cherchait à en maîtriser chaque détail, à réduire au maximum l'incertitude. Cette évolution marquait une étape supplémentaire dans son basculement, car elle ne se situait plus dans l'émotion immédiate, mais dans une planification réfléchie, une construction progressive qui donnait à son projet une consistance de plus en plus concrète. L'OTAN, dans cette perspective, ne constituait plus un frein, mais un allié, chaque jour apportant son lot d'informations, de confirmations, renforçant sa conviction que ce qu'elle s'apprêtait à faire était non seulement nécessaire, mais inévitable. Dans cet état d'esprit, la figure de Nathalie Jiménez cessait d'être une adversaire abstraite pour devenir une cible clairement identifiée, un point focal autour duquel s'organisait toute son énergie. Cette personnalisation du conflit renforçait encore son engagement, rendant toute marche arrière pratiquement impossible. À mesure que cette logique s'installait, les conséquences potentielles de ces actes perdaient leur caractère dissuasif, comme si elles appartenaient à un futur trop lointain pour avoir un impact réel sur le présent. Ce phénomène, fréquent dans les situations de tension extrême, contribuait à réduire les freins internes, facilitant le passage à l'acte. Ainsi, tandis que les autres personnages continuaient de naviguer dans un cadre encore structuré par des règles et des contraintes, Eve s'en éloignait de plus en plus, construisant un espace parallèle où seul comptait la réalisation de son objectif. Ce décalage, encore invisible pour la plupart, constituait pourtant le véritable enjeu de la situation, car il annonçait une rupture imminente, une collision entre deux logiques incompatibles, celle de la justice institutionnelle et celle d'une vengeance personnelle assumée. Et à cet instant précis, tout indiquait que cette collision n'était plus qu'une question de temps. À mesure que le temps avançait, les différentes tensions accumulées semblaient converger vers un point de saturation, comme si chaque intrigue, jusque-là parallèle, commençait à se rapprocher d'un centre commun où tout risquait de se heurter avec une violence inattendue. Eve, au cœur de ce mouvement, poursuivait son cheminement avec une détermination qui ne laissait désormais plus aucune place à l'incertitude. Son rapport au monde avait changé de manière presque imperceptible, mais profondément irréversible, car tout ce qui ne concernait pas directement son objectif lui apparaissait désormais comme secondaire, voire insignifiant. Les conversations ordinaires, les préoccupations quotidiennes, les conflits des autres perdaient leur intensité face à la clarté de la mission qu'elle s'était assignée. Dans cet état d'esprit, ses échanges avec Alice Lombard prenaient une importance centrale, devenant le principal vecteur de concrétisation de ce projet qui, quelques heures auparavant encore, relevait de l'impensable. Elle ne se contentait plus d'évoquer des intentions, mais s'engageait dans une coordination précise, abordant des détails pratiques avec une lucidité qui trahissait l'ampleur de sa transformation intérieure. Elle réfléchissait au moment où la vigilance pouvait être relâchée, aux failles du système carcéral, aux opportunités qui pourraient permettre une intervention discrète, et cette manière d'envisager la situation témoignait d'un basculement complet dans une logique opérationnelle. Chaque élément analysé venait renforcer la cohérence de son projet, lui donnant une consistance de plus en plus tangible. Dans le même temps, Manu Léoni ressentait une inquiétude grandissante, nourrie par une accumulation de signes qu'il ne parvenait pas à ignorer, même en l'absence de preuves formelles. Il observait les changements subtils dans l'attitude d'Eve, cette manière qu'elle avait de se fermer, de répondre de façon mesurée, presque distante, comme si elle cherchait à dissimuler quelque chose. Cette impression persistante le poussait à envisager des hypothèses qu'il aurait préféré écarter, car elles impliquaient une dérive bien plus grave que ce qu'il avait initialement redouté. Pourtant, il se trouvait confronté à une limite structurelle, celle qui empêche d'agir sans éléments concrets, et cette contrainte le plaçait dans une position d'impuissance difficile à accepter. Pendant ce temps, au sein de la famille Lemierre, la pression exercée par Catherine Lemierre atteignait un niveau critique, transformant ce qui pouvait encore être perçu comme un désaccord en un véritable rapport de force. Elle multipliait les interventions, les rappels, les insinuations, cherchant à créer un environnement où la décision de Boris Lemierre deviendrait de plus en plus difficile à assumer. Sa stratégie reposait sur une combinaison de pression directe et d'influence indirecte, visant à isoler Boris dans sa position et à le confronter aux conséquences potentielles de son choix.
Face à cette offensive, Boris tentait de maintenir sa ligne, mais il se retrouvait progressivement fragilisé, non seulement par la force de conviction de sa mère, mais aussi par le poids des enjeux qu'elle mettait en avant. La question de l'héritage, de la transmission, de la légitimité familiale prenait une dimension qui dépassait largement le cadre personnel, rendant toute décision encore plus complexe. Dans cette configuration, Muriel se retrouvait au centre d'une tension qu'elle ne contrôlait pas, subissant les effets d'un conflit dont elle n'était pas à l'origine, mais dont elle devenait l'un des principaux points de cristallisation. Sa position, déjà délicate, devenait de plus en plus instable, car elle devait faire face à des attentes opposées sans pouvoir réellement influencer les décisions finales. Parallèlement, la situation des Perrault continuait de refléter une autre forme de déséquilibre, où les logiques économiques et sociales entraient en collision. Johanna poursuivait son travail avec une rigueur constante, cherchant à rassembler des éléments capables de modifier le rapport de force, mais elle se heurtait à une résistance organisée, incarnée notamment par Guillaume Sérignan, dont l'objectif principal semblait être de limiter l'impact des révélations plutôt que de résoudre les problèmes soulevés. Dans ce contexte, la proposition faite par Gary à Arnaud Perrault apparaissait comme une tentative de stabilisation ponctuelle, mais elle ne suffisait pas à traiter les causes profondes du conflit. Elle introduisait au contraire une nouvelle tension, liée à la question du compromis et du silence, qui venait complexifier encore davantage la situation. Mais tandis que ces différentes dynamiques continuaient d'évoluer, c'est dans l'ombre que se préparait le véritable point de rupture. Ève, désormais totalement engagée dans son projet, atteignait une phase où la planification laissait progressivement place à l'attente, une attente active, tendue, où chaque information pouvait faire basculer l'ensemble du dispositif. Elle ne cherchait plus à définir ce qu'elle allait faire, mais à déterminer quand et comment cela allait se produire. Ce passage d'une logique de construction à une logique d'exécution marquait une étape décisive, car il réduisait considérablement la distance entre l'intention et l'acte. Le projet n'était plus une possibilité, mais une réalité en devenir, suspendue à quelques variables encore incertaines. Dans cet état d'esprit, la figure de Nathalie Jiménez devenait le centre absolu de son attention, non plus comme une adversaire à affronter, mais comme une cible à atteindre. Cette focalisation extrême contribuait à simplifier sa perception du monde, réduisant la complexité des situations à une opposition binaire entre ce qui devait être accompli et ce qui pouvait être ignoré. À mesure que cette vision s'imposait, les conséquences potentielles de ces actes perdaient leur capacité à freiner son engagement, comme si elles appartenaient à une réalité différente, détachée de l'urgence du présent. Cette dissociation renforçait encore la cohérence interne de son projet, en éliminant les obstacles psychologiques qui auraient pu ralentir sa progression. Ainsi, tandis que les autres personnages continuaient d'évoluer dans des cadres structurés, tentant de résoudre des conflits selon des règles établies, Ève se rapprochait inexorablement d'un point où ces règles n'auraient plus aucune valeur, ouvrant la voie à un événement dont l'impact dépasserait largement son propre cadre personnel. Et à cet instant précis, tout indiquait que ce moment approchait, lentement mais sûrement, comme une échéance à laquelle personne ne serait réellement préparé. À ce moment-là, tout semblait suspendu dans un équilibre fragile, comme si chaque élément de la situation attendait un signal invisible pour basculer définitivement d'un côté ou de l'autre. Ève, désormais engagée dans une trajectoire qu'elle ne cherchait plus à remettre en question, avançait avec une certitude intérieure qui ne la quittait plus, une certitude nourrie par la conviction que ce qu'elle s'apprêtait à faire dépassait le cadre de ses propres intérêts pour toucher à une forme de justice qu'elle seule semblait encore percevoir. Le temps, dans cette dernière phase, prenait une dimension particulière, car il ne s'écoulait plus de manière neutre, mais devenait un facteur actif, un élément stratégique à intégrer dans une réflexion désormais entièrement tournée vers l'exécution. Chaque instant pouvait être décisif, chaque information susceptible de modifier l'équilibre précaire sur lequel reposait son projet. Dans cette attente tendue, ses échanges avec Alice Lombard prenaient une importance déterminante, car ils représentaient le lien concret entre son intention et sa réalisation. Elle ne cherchait plus à clarifier les contours de son plan, mais à en affiner les modalités, à réduire les marges d'erreur, à s'assurer que rien ne viendrait compromettre ce qui devait advenir. Cette phase, silencieuse en apparence, constituait pourtant le point culminant de son évolution, car elle marquait le moment où la pensée cessait d'être un espace de réflexion pour devenir un espace d'engagement total. À cet instant précis, Ève n'était plus en train de décider, elle était déjà en train d'agir, même si les conséquences visibles n'avaient pas encore émergé. Dans le même temps, Manu Léoni se trouvait confronté à une tension intérieure de plus en plus difficile à contenir, partagée entre son instinct,
qui lui dictaient d'intervenir, et les contraintes de sa fonction, qui l'empêchaient de passer à l'action sans éléments tangibles. Cette position intermédiaire, déjà inconfortable, devenait progressivement intenable, car chaque minute qui passait augmentait le risque qu'un événement irréversible ne se produise. Son regard sur Ève avait changé, non pas parce qu'il doutait d'elle, mais parce qu'il percevait en elle une transformation qu'il ne parvenait plus à maîtriser, une évolution qui échappait à toute logique habituelle et qui le plaçait face à une responsabilité qu'il ne savait plus comment assumer. Pendant ce temps, au sein de la famille Lemierre, les tensions atteignaient un point critique où chaque décision semblait susceptible de provoquer une rupture définitive. Catherine Lemierre, fidèle à elle-même, poursuivait sa stratégie sans relâche, convaincue que le temps jouerait en sa faveur et que la pression exercée finirait par produire l'effet recherché. Sa détermination ne reposait pas sur une simple opposition, mais sur une vision globale où chaque élément devait s'inscrire dans un ordre qu'elle jugeait nécessaire de préserver. Face à elle, Boris Lemierre continuait de résister, mais cette résistance, bien que sincère, se heurtait à une mécanique plus large, à une logique familiale et sociale qui dépassait sa seule volonté. Ce conflit, encore contenu, laissait présager des conséquences qui pourraient affecter durablement l'équilibre des relations au sein de cette famille. Dans ce contexte, Muriel demeurait au centre d'un système de tension qu'elle ne contrôlait pas, incarnant malgré elle les enjeux de décisions prises ailleurs, et subissant les répercussions d'un affrontement qui la dépassait. Parallèlement, la situation des Perrault continuait d'évoluer dans une incertitude persistante, malgré les efforts constants de Johanna pour faire émerger une solution viable. Son engagement, méthodique et déterminé, témoignait d'une volonté de ne pas céder face aux résistances, mais elle se heurtait à une réalité où les intérêts en jeu rendaient toute avancée particulièrement complexe. Guillaume Sérignan, de son côté, poursuivait une logique de gestion qui privilégiait la stabilité apparente, même si celle-ci reposait sur des compromis discutables, tandis que Gary maintenait une approche pragmatique en tentant d'offrir des solutions individuelles, sans pour autant résoudre les déséquilibres structurels du dossier. Mais malgré l'importance de ces différentes intrigues, c'est ailleurs que se jouait l'essentiel. Ève, désormais arrivée au terme de son cheminement, se trouvait face à la dernière étape, celle où l'intention devait se confronter à la réalité, où le projet devait se transformer en événement. Ce moment, longtemps anticipé, portait en lui une tension extrême, car il condensait toutes les décisions prises, toutes les émotions accumulées, toutes les justifications construites. Dans cet instant suspendu, la figure de Nathalie Jiménez cessait d'être une simple présence hostile pour devenir le point final d'un processus, l'élément autour duquel tout s'organisait et vers lequel tout convergerait inévitablement. Et c'est précisément dans cette convergence que résidait le véritable enjeu, car une fois ce point atteint, rien ne pourrait revenir en arrière, et les conséquences de ce qui allait se produire dépasseraient largement le cadre initial, affectant non seulement Ève, mais l'ensemble des personnes liées, de près ou de loin, à cette histoire. Ainsi, tandis que la ville continuait de vivre selon son rythme habituel, ignorante de ce qui se préparait dans l'ombre, une ligne invisible venait d'être franchie, une ligne qui séparait encore le possible de l'irréversible. Et dans ce silence chargé de tension, une certitude s'imposait, la vengeance d'Ève n'était plus une menace. Elle était devenue une réalité imminente.